Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne fête de la Pâque. Cela ne vous a certainement pas échappé. Le ministre des Finances, dans une circulaire signée le 7 mars 2024, invite au respect strict des modalités de souscription des polices de responsabilité civile automobile. Paul Motazé fait remarquer qu'au Cameroun, les compagnies d'assurance, quelques-unes néanmoins, commercialisent l'assurance automobile à des montants de primes inférieurs à ceux prévus, ce qui évidemment est contraire à l'arrêté du 16 novembre 1994 qui fixe les tarifs applicables aux véhicules terrestres à moteur. Nous en parlons à scène de presse ce soir en insistant sur les éléments de fixation de la prime, les effets de cette pratique illégale sur les recettes fiscales, les effets sur l'assuré. Et pour traverser ce sujet, nous avons fait venir sur ce plateau Dr Pienka qui est arrivé, mais je commence par présenter Thomas Mfotabon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert consultant en assurance. C'est bien ça. Ce problème, il vous concerne vraiment ou bien c'est les assurés? Il me concerne, il concerne les assurés, il concerne tous les assurables. À côté de vous, c'est Cyril Kingembépé. Bonsoir Cyril. Bonsoir Séverin, c'est un jour de fête. Il faut donc dire bonne fête à tous ceux qui nous regardent, même si c'est déjà la nuit à la maison. Il faut également dire beaucoup de courage à toute la communauté musulmane qui également poursuit son jeûne en vertu du Ramadan. On s'excuse de vous avoir fait déplacer un jour de fête, Cyril. On sait que vous êtes un bon chrétien. Vous êtes journaliste du service économie à la direction des rédactions Alciar TV Télé. À ma gauche maintenant, Dr Pienka. Bonsoir. Bonsoir Séverin Lengambele. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et heureuse fête de Pâques. Les prolongations, et surtout bon congé de Pâques aux enfants qui ont reçu leur bulletin. Il faut, ceux qui composent les examens de fin d'année doivent se mettre véritablement au travail pour que les résultats soient meilleurs. Vous savez, les tendances dans certains lycées ne sont pas favorables. Dans les classes d'examen, on a 30% de taux de réussite dans certains établissements de la ville de Yaoundé. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'ils doivent mener pendant ces 15-16 jours. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Sens Politique, un habitué de l'émission. Je finis par Charles Sebouné. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tout le monde, bonsoir et bonne fête partiellement à une partie de la communauté chrétienne qui célèbre Pâques aujourd'hui. Comme vous le savez, l'église orthodoxe de la Russie, c'est 2 semaines après, et beaucoup de courage également à la communauté chrétienne qui est également à un moment très important de leur croyance. Charles Sebouné, journaliste, grand reporter, il est chef de l'unité des affaires diplomatiques à la Alciar TV. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Avant toute chose, l'un des sujets phares de l'actualité de la semaine, c'est l'élection du président de la République du Sénégal. Une actualité qui se passe à milieu d'ici, mais qui a été abondamment commentée par la presse nationale. Mutation, par exemple, parle de l'onde présidentielle. Le quotidien d'économie écrit à la une du mardi 26 mars, Sénégal, Diomaye Faye, 44 ans, président. Bassirou Diomaye Faye est devenu le 25 mars dernier le nouveau président du Sénégal. Une victoire de l'opposition après des mois de crise et un séjour en prison pour le nouvel élu. Alors, je commence par vous, Charles Sebouné, vous le voyez venir, le nouveau président du Sénégal? Oui, pour 2 raisons. Depuis pratiquement 15 ans ou bien 20 ans au Sénégal aujourd'hui, le parti au pouvoir ne revient pas au pouvoir quand il y a les élections. C'était le cas avec Wade. Wade, c'était un opposant qui a gagné les élections. Il a fait 2 mandats. Il n'a pas pu mettre son remplaçant au pouvoir. Macky Sall est venu, c'était un gars de l'opposition. Il a gagné des élections, il a fait 2 mandats ou 3. Et quand lui aussi fait partie, la coalition au pouvoir a présenté un candidat. Donc, quand vous regardez la chronologie de la séquence... C'est une mauvaise prédiction que vous avez pour le président. Vous voulez dire qu'après, qui se prépare à partir de la même façon, c'est ça? Le temps dira. Deuxième raison, c'est quand même un travail depuis 2014.
qui se prépare. Les gens ont découvert Sonko peut-être en 2023 à cause de la prison ou bien le président élu. Mais c'était les fonctionnaires sénégalais qui estimaient que les choses ne marchent plus bien. Depuis 2014, ils sont sur le terrain. Ils ont bien travaillé. Sonko, le président, Diomaye Faye, le président élu, c'est un fiscaliste. Il a travaillé à la direction des impôts. Ils ont constaté que peut-être il faut une nouvelle direction économique du pays. Ils se sont battus. Et à la fin de la journée, il y a aussi un aspect du destin. Il n'est pas donné à tout le monde de sortir de la prison 10 jours après, vous devenez président de la République. Alors, Dr Pienka, vous avez regardé le nouveau président sénégalais. Peut-être que vous l'observiez, pas comme nous autres. Vous le voyez arriver au pouvoir. Diomaye Faye, c'est une surprise parce que ce n'était pas lui qui était dans les pronostics de départ, si on peut le dire. Mais le départ de Macky, il faut dire qu'au Sénégal, c'est une tradition. Dès que Diomaye Faye prendra fonction le 2 avril, dès le 3 avril, on va chercher son remplaçant. La société va se mettre à travailler afin que son parti ne soit plus là, soit au bout de 5 ans, soit au bout de 2 mandats. Et c'est dans ce sens que lorsque Charles Ebouné dit qu'il n'y a pas véritablement d'élection, de reprise d'un parti au pouvoir, c'est une réalité qui est observable. C'est bien pour le jeu démocratique, c'est bien pour l'alternance. Ce qu'il faut dire... Est-ce que ça permet de mettre en branle le projet de société qu'on porte? Parce que si vous arrivez, vous savez que vous avez 5 ans, 5 ans, ça passe très vite. Est-ce qu'ils ont, de cette manière-là, est-ce qu'ils ont le moyen d'implémenter le projet de société qu'ils vendent? Oui, lorsqu'on voit ce que Macky Sall a fait en 2012-2024, c'est énorme. Ce qu'il a fait, il a véritablement travaillé. C'est une question de... en stratégie, on peut dire quel est le cap qu'ils se sont donnés. Si le cap de Sonko est de Sonko et Diomaye Faye, puisqu'il ne faut pas l'ignorer, vous voyez bien que je fais la pression sur moi-même pour éviter Sonko, parce qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est une sorte de bicéphalisme à la tête du Sénégal. On en parlera peut-être, mais pour rester sur la mise en place du programme de société, il faut dire que l'un n'est pas aux tergiversations. On n'arrive pas à 44 ans et on apprend à gérer un État. Ils ont la chance d'avoir été formés à l'ENAP, ça veut dire qu'ils connaissent la marche institutionnelle du pays. Ils ont l'avantage d'être légitimes, puisqu'on voit bien 54% au sortir du premier tour, ça montre qu'il y a des technocrates, il y a des non-politiciens qui les entraînent, et les premières tendances nous font croire que Diomaye Faye mettra en place un gouvernement essentiellement de technocrates et de figures pas essentiellement partisanes. C'est dit que l'heure est à l'action, et d'ailleurs il sera jugé dès les premiers mois. Vous voyez, les 100 jours généralement, c'est un compte à rebours. S'il réussit ça positivement, il va asseoir sa légitimité au sein de la nation. À défaut, on va dire ce n'était que la tendance des réseaux sociaux, et vous savez, la politique sur les réseaux sociaux à quelque chose d'éphémère, on vous oublie très vite et on passe à autre chose. Peut-être qu'il faut saluer la culture aussi du peuple sénégalais. On peut regarder exclusivement la personnalité qui est aujourd'hui Diomaye Faye, qui arrive au pouvoir, mais il faut saluer le peuple sénégalais qui depuis quelques décennies s'engage dans la politique de façon véritable. C'est-à-dire, on sent bien que ce qu'on souhaite avoir comme répondant quand on n'est pas au pouvoir, on le trouve dans la population tant que les hommes politiques ne prennent pas les devants, par exemple. C'est-à-dire, la population sénégalaise est à mesure de dire non et de démontrer qu'elle peut dire non. Ça montre que l'Afrique, c'est une question de culture, c'est une question de peuple, c'est une question d'opportunité quand on est dans un lieu précis, et c'est à saluer ce qui se passe là-bas. Libéré de prison 10 jours avant le scrutin, Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts, comme l'a rappelé tout à l'heure Charles Ebouné, est âgé de 44 ans. Pendant des années, il est resté dans l'ombre d'Ousmane Sonko, d'où tout à l'heure le bicéphalisme dont parlait le docteur Nka, avec qui il a fondé le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Alors, secrétaire général du parti, Bassirou, au mois de novembre, est désigné candidat
aux élections présidentielles en raison, bien sûr, de l'inéligibilité de Ousmane Sonko qui était condamné. Il a donc été élu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Monsieur Fontabon, oui. Ça vous parle cette élection aussi, oui. Ce qui s'est passé au Sénégal, parce que l'Afrique, généralement, nous ne sommes pas en noir. Voilà un pays qui a choisi une voie qui semble réussir. Oui, tout à fait, qui semble réussir. L'Afrique, le Sénégal est une tradition de la démocratie et nous venons de voir encore, n'est-ce pas, l'exemple. Mais il faut dire que c'est un travail de longue date. Il a dit que c'est depuis 2014 qu'ils sont en politique et ils ont fait un travail de terrain. Et quand on a un projet comme celui-là, on s'investit à fond. Et on travaille, il a mis du temps pour le faire. On peut aller plusieurs fois aux élections, on peut même aller en prison, mais quand on a un idéal qu'on poursuit... comme Chirac, voilà, depuis 70 qui cherche à être président. Voilà, on y arrive. Deuxièmement, c'est le discours, programme de société qu'on porte. Et je crois que entre autres, il avait, n'est-ce pas, un programme auquel adhère la jeunesse africaine. Aujourd'hui, dans le rapport avec l'Occident, de plus en plus, la jeunesse veut que, n'est-ce pas... qu'on prenne des distances vis-à-vis de l'Occident. Pas qu'on prenne les distances, que les relations entre l'Afrique et l'Occident soient de plus en plus équitables. Il avait ce discours et la jeunesse adhère véritablement à ce discours. Et on a beaucoup espoir que durant son mandat, n'est-ce pas, il va vraiment mettre son programme en exécution de telle sorte que la jeunesse, au lieu de prendre des chemins très périlleux pour aller chercher fortune en Europe, puisse, n'est-ce pas, bénéficier des retombées du développement local. C'est la rupture totale avec l'ancien système, c'est une espérance pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on dit? Pour moi, il ne peut pas avoir de rupture au sens classique du terme, parce que même sur les questions panafricanistes, lorsque vous écoutez le discours du nouveau président sénégalais, il est modéré sur certaines questions. Par exemple, sur la question monétaire, il a 3 scénarios. Si ceci, si cela, si cela. Ça montre qu'il n'est pas dans la césure qui fera mal à lui-même d'abord, parce que l'isolement international du Sénégal n'est pas la chose la plus aimée. Il faut rééquilibrer aussi le nouveau discours. Le Sénégal n'est pas la chasse gardée de la France. Les dernières statistiques de coopération bilatérale avec des pays comme l'Allemagne, parce qu'il faut dire clairement, le travail fait par l'Allemagne au Sénégal pour dépolitiser à la fois le débat en travaillant la société civile de manière permanente. Les différents Angela Merkel y a séjourné pendant plusieurs jours. Le président allemand y est allé. Le nouveau chancelier, celui qui a remplacé Merkel, y est également allé. Ça montre qu'il y a un Macky Sall, pour nous autres qui suivons particulièrement une relation comme l'Allemagne et l'Afrique, Macky Sall était face au monde occidental à qui il avait donné les gages de démocratie qui ont permis l'effort économique. Lorsqu'on observe aujourd'hui au Sénégal, c'est une sorte de surendettement qui peut être à 70% et contesté par certains acteurs, mais ce surendettement est fait par le risque pays. Et le risque pays se justifie par la culture politique qui a tendance à se renouveler. Moi, fondamentalement, je n'attends pas de Diomaye Faye devenir tout balayé du revers de la main. Il ne le fera pas parce qu'il y a des alliances, il y a des partenaires économiques avec des exigences à respecter. Il va sans doute respecter et apporter sa touche personnelle, peut-être sur des domaines qui sont imbriqués ou bien inscrits dans le nom même de son parti, l'éthique. Il dit qu'il va lutter contre la corruption. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut dire quelque chose qui est essentiel. Ce que nous observons, c'est que chaque président au Sénégal vient plus ou moins pour casser une certaine façon de faire. Macky Sall est venu pour décrire une sorte de patrimonialisme de Wade. Wade qui avait pour prétention de mettre son fils, Karim. Macky Sall qui était le fils politique de Wade. Ouais. C'est pourquoi ce qu'on observe en réalité au Sénégal, je résume ça en 2 mots. Il y a des fratricides politiques loyaux, c'est-à-dire, je ne serais pas surpris de voir les premiers ministres ou bien voir Diomaye Faye et Sonko ne plus s'entendre.
politiquement, moi, ça ne me surprendrait pas. On peut revisiter l'histoire. Le Macky Sall avait des premiers ministres avec qui il s'entendait. Oui. Ils ne s'entendent plus jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez même aller jusqu'à entre le président Senghor et Mamadou Dia, le lendemain de l'indépendance. Voilà ce qu'il voulait faire et a réussi à obtenir ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une transition politique normale et en temps opportun. Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, vous avez parlé tout à l'heure de... Le Sénégal, est-ce que ça parle? Oui, ça parle très bien. Moi, je suis très content quand je vois un président en Afrique qui quitte des fonctions, il reçoit son remplaçant au palais. Mais vous savez qu'aux États-Unis, en 2020, on n'a pas eu ce genre de camaraderie politique, de la maturité politique où Donald Trump a refusé l'arrivée à la Maison-Blanche du président Joe Biden qui a gagné la tradition américaine depuis plus de 250 ans. Il s'agit que quand un président est battu aux élections, il invite son remplaçant de venir à la Maison-Blanche, il assiste à la cérémonie de transition. On va considérer que c'était un simple écart. Non, ce n'est pas un simple écart. Moi, je suis très bien quand les choses comme ça, je suis très content quand les choses comme ça... Vous voulez dire que le Sénégal n'enseigne pas l'Afrique, mais plutôt ailleurs? Oui, n'enseigne pas l'Afrique, c'est plutôt ailleurs. Moi, je suis très fier pour voir ce genre de scénario. Deuxième chose, c'est aussi très bien pour l'Afrique lorsque, pour la première fois, on a un chef d'État qui quitte fonction le même jour et le même jour, il trouve une autre fonction. Parce que la première fois que ça s'est arrivé, c'était avec Tony Blair. Lorsqu'il quittait les fonctions du Premier ministre britannique, le même jour, il a été nommé l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, ce qu'on appelle le Quartet. Mais Macky Sall va quitter fonction du président de la République du Sénégal le 2 avril. Et le même jour, il deviendra l'envoyé spécial pour le nouveau pacte économique ou bien financier, une initiative conjointe de la Banque mondiale, l'FMI et la France. Mais je terminerai ma deuxième prise de parole pas dit qu'il faut saluer le travail qui a été fait par le président Macky Sall depuis 2012. On a vu la modernisation de ce pays en matière d'infrastructures sportives et c'est là où je dis, comme le ministre Motazé dit souvent, la dette n'est pas mauvaise. Lorsque vous avez pris la dette pour construire une maison et vous avez construit la maison, c'est une dette positive parce que même s'il a pris la dette, il a modernisé ce pays avec les nouvelles infrastructures sportives, aéroportuaires. Je voudrais qu'on parle d'abord des premières déclarations du président élu qui dévoile un tout petit peu sa personnalité et qui commence à nous mettre sur la piste. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Alors, il a été élu, c'est le 5e président démocratiquement élu du Sénégal. Il s'est adressé lundi soir 25 mars. Il a dit ceci, je cite, « La tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques », ce que semblait dire tout à l'heure Cyril Kingé. Il a également salué la posture du président Macky Sall, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique, transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Pour donner corps à l'immense espoir suscité par son projet de société et donner corps à ses aspirations, il s'est engagé à gouverner avec humilité dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles. C'est un problème qui n'est pas propre au Sénégal, c'est un problème qui est général en Afrique. Monsieur Fontabon. Oui, c'est un problème qui est général en Afrique, c'est-à-dire que la lutte contre la corruption, c'est général. Et tous les présidents, n'est-ce pas, doivent lutter contre ce fléau-là. Et on est heureux de savoir que le nouveau président, n'est-ce pas, va pouvoir mettre tout ce qui est en œuvre pour pouvoir lutter contre ce fléau. Et en regardant la corruption, pas comme on a tendance à la regarder au premier degré. Parce que si on regarde la corruption au premier degré, on voit seulement les pots de vin et un certain nombre de choses. Mais la corruption va jusqu'à un certain nombre d'avantages que personne ne dit. C'est-à-dire il y a des situations où on a des personnes qui, parce que se sentant proches ou parce que se sentant, je ne sais pas, ayant une certaine proximité avec ceux qui dirigent, croient qu'ils ont un passe-droit sur un certain nombre de choses. Donc je crois que s'il dit qu'il lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement cette corruption qu'on voit au premier degré, mais dans les États, pour que les États soient modernes, pour que les États aillent plus haut, il faut bien lutter contre cette corruption qui voudrait dire que les hommes ne font pas l'État. L'État, c'est un État, il va rester, il doit être au-dessus des hommes. Mais si vraiment il doit regarder
la corruption dans les services douaniers et fiscaux, surtout que pour faire prospérer le Sénégal en tenant compte des réalités de la zone de libre-échange continentale africaine, pour tirer mieux davantage et développer son pays, je pense que ça sera bon. Et revoir aussi certains accords et certaines choses qui freinent le développement parce qu'il y a les passes derrière qui perturbent la marche normale. Je pense que ça sera bien. Généralement, je dis aux Africains, ceux qui sont au pouvoir dans mes discussions privées, que lorsque vous prenez le pouvoir, ne regardez pas surtout ce que l'ancien président a fait. Essayez de faire ce que vous pouvez faire parce que la cassure ou bien les guerres commencent toujours quand on veut voir que je veux punir l'ancien qui était là. La corruption pour Diomaye Faye est l'opportunité qui lui a permis d'exister. C'est-à-dire en 2014, c'est sur des questions contractuelles, des accords qu'il dénonce en interne, il se retrouve. Avant l'élection, il a publié plus ou moins c'est bien, mais je pense... Il a une dette de 48 millions. Oui, et je me garde bien de dire qu'il y a une nuance entre postuler un poste comme celui-là, président de la République, et être dans l'exercice de président de la République. Il y a toute une autre réalité. Voilà, il y a toute une autre réalité. Est-ce que ces accords qui peuvent être dénoncés par lui aujourd'hui seront refaits à la guise des intérêts essentiellement de son pays demain? Nous le souhaitons. Mais ce que nous voulons aussi dire, c'est que Diomaye Faye, ce n'est pas tant blanc comme neige, comme dirait quelqu'un. C'est un citoyen sénégalais avec les réalités du Sénégal. Venir créer un autre Sénégalais qui ne se retrouve pas dans la société sénégalaise est souvent le risque. Et c'est là où je suis d'accord avec Charles lorsqu'il dit qu'il ne faut pas venir regarder dans l'arrière, les comptes et tout. Aujourd'hui, il doit penser à donner au Sénégal l'esprit phare de son discours, qui est pour moi la réconciliation. La réconciliation, là, qui revient à dire, à donner lui-même les gages de départ. Cela fait partie de ce qu'il a appelé les urgences. À préparer aussi les gages de son propre départ. La réconciliation nationale fait partie de ces urgences, ce qu'il appelait les urgences. Voilà. Je voulais dire une chose parce que Charles l'a évoqué tout à l'heure, la zone de libre-échange continentale africaine. Parce qu'on ne le voit pas assez, mais en réalité, les présidents qui sont en fonction aujourd'hui ont la lourde responsabilité de donner forme et corps à la zone de libre-échange continentale africaine. Et quand on regarde jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'en Afrique, ce sont les pays, je le dis simplement, d'expression anglaise, qui tirent le bateau. Alors, le Cameroun fait partie du peloton de cette Cameroun. Je le comprends. Le Sénégal et dans une certaine mesure, le Cameroun sont des pays de tête dans la zone francophone africaine. Et on attend le président qui vient d'être élu, pas seulement d'aller parler pour le Sénégal, mais désormais de regarder en matière de commerce intra-africain. Parce qu'aujourd'hui, on dit que les Africains entrent commerce à 2%. C'est très dangereux de continuer d'avoir des présidents si on ne peut pas changer aussi jeune comme lui qui comprend les enjeux de l'avenir de cette affaire. Les enjeux africains, intra-africains, parce qu'on peut le dire simplement, quand on a 44 ans aujourd'hui, on vient à la politique un peu plus décomplexé et on peut donc donner de l'envergure ou bien on peut donner un coup de pouce à la zone de libre-échange continentale africaine. Estimant qu'il est nécessaire de redorer l'image des institutions de son pays, il a promis de procéder à leur refondation, à la refondation des institutions, et au renforcement des fondements du vivre ensemble. Il a parlé de l'intégration africaine pour lui et il a lancé un appel aux Africains pour consolider les acquis de l'intégration et cela est valable pour la zone de la CEDEAO qui a quelques soucis en ce moment. Il faut abréger la souffrance des femmes et des jeunes. Mais dans l'ordre des urgences, il évoque la réconciliation nationale et la reconstruction des bases du vivre ensemble. Alors c'est une feuille de route assez dense, un contenu assez construit. Mais alors, est-ce qu'on peut penser que tout cela rassure? Les urgences, oui. Je pense qu'il veut donner sa touche à ce qu'il attend, la réconciliation nationale. Autre chose, la refondation des institutions. On peut dire ici que les institutions sénégalaises sont extrêmement fortes. Moi, je pense que le président Bassirou Diomaye Faye veut, avec
son programme économique, social et politique de la nation, donner la vision concrète de ce qu'il attend faire pour le peuple sénégalais et par extension le peuple africain. Pour l'instant, il est difficile de voir comment il va implémenter ça sans avoir formé son gouvernement. Donc on va voir l'architecture de son gouvernement et à partir de là, nous pouvons dire exactement, mais pour l'instant, je pense que nous devons le célébrer pour sa élection, pour cet espoir qu'il a donné à beaucoup de Sénégalais qu'à la dernière minute, tout peut changer et qu'on n'a pas besoin de faire la guerre pour entrer à la présidence de la République. Et c'est pas là que... Mais je voudrais davantage qu'on insiste sur l'intégration parce que le Sénégal, ce n'est pas un pays isolé. Le Sénégal vit dans une zone qui bouillonne, la zone de la CEDEAO. Comment voyez-vous l'avenir de ce nouveau régime qui est au Sénégal? Je disais tantôt qu'il... Juste un mot, je le vois plus un régime de continuité avec un peu de modifications. Non, moi, ce que j'ai dit d'entrée, c'est qu'il n'y aura pas une césure. Il n'a pas le droit à la césure parce que s'il choisit la césure dure, il va se retrouver en train de chercher le crédit militaire. C'est pas ce que le peuple lui demande, oui, c'est pas ce qui a permis qu'il arrive au pouvoir. La gouvernance est autre chose, la période électorale est passée. Le peuple aujourd'hui a besoin d'être rassuré que les intérêts du Sénégal seront pris en compte. Que les intérêts du Sénégal seront pris en compte. Ces intérêts du Sénégal ne doivent pas amener le président sénégalais élu démocratiquement à rentrer dans le jeu de ceux qu'on qualifie et qui sont des putschistes qui restent au pouvoir de transition en transition et qui mènent une vie qui n'est pas celle que le Sénégal veut. Parce qu'il ne faut pas oublier la distance déjà entre ces putschistes et Macky Sall. Il ne faut pas oublier, on a vu des illustrations lors du dernier sommet Russie-Afrique où il y avait un affront général entre Macky Sall et ces hommes en tenue à la tête de nos États. Donc aujourd'hui, en termes d'intégration sous-régionale, pour moi, Diomaye Faye a la chance de sa jeunesse aussi dans des idées, décomplexées, comme disait Cyril tout à l'heure, mais également de dire à cette jeunesse d'Afrique de l'Ouest qu'on peut changer notre destin sans le sang, sans restreindre les libertés individuelles, parce qu'au final, tout le monde avait vu la contagion de l'Afrique, du Burkina, du Mali, du Burkina Faso au Sénégal. Ouais. Puisque vous avez parlé aujourd'hui de la ZLECAf, si on regarde le Sénégal isolément, il ne représente rien. Mais s'il s'associe avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun, ces piliers phares de la ZLECAf peuvent véritablement avoir du répondant en dehors de ça. Le couple Sonko, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ça a montré un bel exemple. Hein. Un amour parfait en politique en réalité. Hein. Mais maintenant, est-ce que cet amour va continuer? Est-ce que la réalité politique ne va pas rattraper? Est-ce qu'il n'y aura pas, comme par le passé, une rupture? Le docteur Pierre le disait tout à l'heure, il y a ces fratricides. Ils vont aller ensemble un moment. Mais il ne faut pas que Sonko ait tendance à vouloir être le président à l'arrière de Diomaye Faye. Il faut bien que, s'il a dit voter Diomaye Faye, qu'il permette à Diomaye Faye de faire les preuves de l'homme qu'il est. Parce qu'à la fin, au soir de tout cela, c'est à Diomaye Faye d'abord que les comptes seront demandés. Donc pour que l'alliance tienne, et je doute fort qu'elle tienne, parce que Sonko a des ambitions présidentielles, et il va tout faire pour montrer qu'il est présidentiable. Donc, il faut que Diomaye Faye sorte du rôle de secrétaire général, parce que vous savez ce que c'est dans les organisations que nous avons. Il y a un président et un secrétaire général. Pour l'instant, on regarde Diomaye Faye et on va toujours le dire, il était secrétaire général, donc il y avait quelqu'un qui impulsait le mouvement. Désormais, les rôles ont changé. Sonko doit pouvoir comprendre et admettre
que désormais, c'est Diomaye Faye qui devient le président et peut-être lui le secrétaire général. Nous avons... Peut-être le docteur Pierre Nka aura le dernier mot avec sa méthode de la science politique. Je pense que pour la réussite de cette alliance ou bien son échec, il y a 3 considérations à mettre sur place. Si nous décidons d'utiliser la méthode poutiniste, ça va très marcher. C'est-à-dire, la Constitution me limite de se présenter. Je prends mon Premier ministre et je le mets président de la République. 4 ans après, il me restitue le pouvoir sans problème. Ça va marcher sans souci. C'est-à-dire, en français facile... On ne comprend pas très bien cette image. En français facile, Vladimir Poutine était président de la Russie. Parlons du Sénégal. J'arrive. Il faut que j'explique. Il était président de la Russie. La Constitution le limite. Il prend le Premier ministre. Il dit, vous êtes le candidat du parti au pouvoir. Il gagne les élections, Dimitri Medvedev. Il fait 4 ans. Il restitue le pouvoir à M. Poutine. Très bien. Arrivons au Sénégal. OK, je suis en prison. Monsieur le secrétaire général, vous êtes candidat aux élections. Il gagne, M. Bassirou. Il fait 5 ans. En 2029, vous me restituez la présidence du parti pour que je devienne président et vous rentrez peut-être à une fonction du Premier ministre. Je suppose que M. Sonko sera Premier ministre. Mais ça, c'est le contexte européen. Pour que ça réussisse, il y a 2 choses à faire. Soit M. Sonko disparaît complètement de l'appareil public étatique de gestion, il fait profit bas, il respecte son engagement éthique, moral et spirituel, ça va se passer très bien. Ou il décide de faire le contraire et ça va nous ramener à la situation au Congo parce que ça n'a pas marché. Ça va nous ramener à la situation au Sénégal elle-même au lendemain de l'indépendance. Ça n'a pas marché. Sénégal, Mamadou Dia. Selon les déclarations officielles, Diomaye Faye n'a rien promis à Sonko. Sonko a appelé à voter Diomaye Faye. En retour, Sonko n'a pas dit je vais. Je pense que Sonko est élu actuellement. Il peut retrouver si... Diomaye Faye, pas Sonko. Non, Sonko. Okay. Il est élu. Oui. Local. Local, d'accord. C'est-à-dire, au meilleur des cas, s'il veut toujours rester dans l'espace public, on peut lui arranger une place de président de l'Assemblée nationale. C'est possible. Mais en dehors de ça, il faut qu'il rentre dans son intimité personnelle. Parce que s'il garde la tête du parti, on risque d'avoir des tendances d'une suprématie du parti sur le président de la République. Et Diomaye Faye est dos au mur lui-même parce qu'ils ont fait une erreur, peut-être de jeunesse, peut-être d'émotion. Vous parlez déjà d'erreur? Oui, de diffuser les photos telles qu'elles ont été diffusées. Sur ces photos, je ne demande pas à tout le monde de prendre la visite officielle à la présidence de la République. Officielle à la présidence de la République. Oui, parce que naturellement, il ne devait pas être là. Oui, ces images, heureusement que ces images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, à la fin, Macky Sall et Diomaye Faye dans le bureau présidentiel avec les drapeaux en arrière. Oh, en public, si vous voyez l'attitude de Sonko, il est devant. Face à Macky Sall. Vous voyez, même quand ils sont à croix, Diomaye Faye regarde. Mais ça, c'est quand il n'a pas encore prêté serment. On parle aujourd'hui, il n'a pas encore prêté serment. Quand il va prêter serment, il va se transformer parce que c'est une métamorphose. C'est la période de gouverner. Pour moi, ce bicéphalisme-là est entre les mains d'une seule personne. Parce que, je termine par là, personne n'a construit l'autre. Oui. C'est quasiment les mêmes parcours. C'est 2 camarades. Quand vous lisez d'autres littératures, on vous dit que Diomaye Faye est l'architecte. Oui, tout à fait. De leur mouvement, de la formation politique. Ce qui signifie que il est véritablement... D'où l'unanimité qu'on a observé. Moi, j'adore ce système parce que je suis parti du postulat et de départ, de l'hypothèse de départ qui se vérifie. Fratricide, courageux, c'est-à-dire, je sors par là, c'est vrai si vous permettez, soit Sonko va préférer tuer Diomaye Faye politiquement, soit Diomaye Faye va dire
de par la posture que j'ai aujourd'hui, je tue mon frère Sonko pour que je puisse gouverner le Sénégal et imprimer la marque, parce que c'est une marque spéciale avec 2 premières dames qui seront toujours à côté du président de la République. C'est aussi ça, la diversité et la pluralité de la spécificité de cette élection. Dans une circulaire du 7 mars 2024, Louis-Paul Motazé invite les compagnies d'assurance au respect strict des modalités de souscription des polices de responsabilité civile automobile. Alors, c'est une situation embarrassante venant bien sûr du ministre des Finances qui a un tout petit peu la tutelle, on va le dire comme ça, la tutelle. Le MINFI travaille avec, comment vous appelez, CIMA ? La CIMA, la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Donc, le ministre veille à ce que les instructions de la CIMA soient appliquées et que ce soit le ministre lui-même qui tire la sonnette d'alarme sur une pratique aussi nocive. On se pose beaucoup de questions. Monsieur Mfotabon, nous vous avons fait venir ici justement pour que nous puissions comprendre ce qui se passe parce que vous êtes expert, consultant en assurance. Comment expliquer que les compagnies d'assurance, certaines compagnies, pas toutes, on ne va pas accuser tout le monde, certaines compagnies d'assurance commercialisent l'assurance automobile à des montants de primes inférieurs à ceux qui sont indiqués par la loi? Avant de répondre à votre question, il est important de préciser deux ou trois choses. Pourquoi est-ce que le ministre des Finances contrôle l'activité des assurances? En réalité, ce contrôle est suffisamment encadré par le code CIMA. Le code CIMA, c'est-à-dire le code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. La CIMA, c'est l'organe régulateur, c'est le genre, un peu comme la COBAC pour les banques. Et elle exerce dans 14 pays africains. Et, n'est-ce pas, ces décisions sont supranationales. La CIMA a délégué certaines missions au ministère des Finances à travers la Direction nationale des assurances, qui est le bras séculier, n'est-ce pas, du ministère des Finances en la matière. Donc, à tout moment, le ministre veut s'assurer que, n'est-ce pas, les compagnies d'assurance et les intermédiaires, n'est-ce pas, respectent la réglementation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que l'assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire. Toute personne, physique ou morale, autre que l'État, qui met en circulation un véhicule terrestre à moteur et dont la responsabilité peut être recherchée ou engagée du fait de la circulation de ces véhicules est obligée de souscrire à l'assurance de responsabilité civile. Est-ce que ce n'est pas une sorte de filouterie qui s'organise parce qu'on ne comprend pas qu'il y ait une loi, la loi de novembre 1916, novembre 1994, c'est un arrêté qui réglemente, qui fixe les tarifs applicables, mais que les opérateurs économiques, on va les appeler comme ça, choisissent de prendre une autre voie qui a certainement des conséquences. Est-ce que c'est pas organisé tout cela? C'est organisé, c'est vrai. Je le dis, l'assurance a un bureau ouvert connu, mais l'assurance a des taximens, comme on appelle, des personnes qui sont à l'extérieur et qui font des propositions. Est-ce que c'est eux qu'on appelle ici intermédiaires, c'est cela? Pas nécessairement. Là, il parle peut-être des agents commerciaux. Et je voulais revenir là-dessus. Il y a des critères de tarification. Et il y a 3 grands critères de tarification. Il y a la zone géographique de circulation. Il y a l'usage que vous faites de votre véhicule. Et il y a les caractéristiques du véhicule et des caractéristiques liées à l'utilisateur du véhicule. Alors, quand on parle de la zone géographique de circulation, ça veut dire que le Cameroun est divisé en 3 grandes zones géographiques de circulation. Il y a la zone A, c'est-à-dire les grandes métropoles et les chefs-lieux de région. Il y a la zone B, les départements. La zone C, les autres localités et les campagnes. Selon que vous circulez en zone A ou en zone B ou alors en zone C, le tarif n'est pas le même. Il est évident que c'est fonction aussi du trafic
Si vous êtes dans une localité où on voit un véhicule une fois par semaine, vous ne pouvez pas payer la même chose que les gens qui sont en zone urbaine où le trafic est dense et dont le taux de sinistre aussi est élevé. Donc, de quel tarif on parle? Parce que vous expliquez là, jusqu'à maintenant, voilà. J'avoue qu'en tant qu'extérieur aux assurances, je vous entends parler, mais j'ai du mal à identifier exactement. Écoutez, j'y arrive. J'étais en train de parler des critères de tarification. Oui. Si vous ne comprenez pas les critères de tarification, vous n'allez pas comprendre comment se pratique la sous. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre le phénomène de sous-tarification. Et je vous ai parlé de zones. Donc, vous avez compris que d'une zone à l'autre, le tarif est différent. Oui. Donc, si quelqu'un a l'habitude de circuler en zone A et vous lui appliquez le tarif de zone B, ça c'est une sous-tarification parce qu'en fait, zone B est moins chère que zone est moins élevée que la zone A. Ça veut dire simplement qu'il y a un marché noir qui fonctionne très bien et qui est confortable à tout le monde. Et le ministre dit non, je ne veux pas ce marché noir parce que c'est contre-productif à l'économie nationale. Effectivement, on peut avoir un véhicule de 10 chevaux qui donne droit à une prime de 70 877. Si vous prenez 50 000, c'est une sous-tarification. Oui. Voilà. Et si... Monsieur Fotabo, pourquoi vous devez prendre quand vous êtes pédant? Non, donc, la réalité, Charles, la réalité est simple. Par expérience, beaucoup de propriétaires de véhicules vous disent quand vous les interrogez qu'ils ne voient pas à quel moment l'assurance les a accompagnés. Conséquence, ils veulent simplement avoir un titre d'assurance pour le prochain contrôle de police et montrer le document. Moi, c'est à ce niveau que je voulais intervenir. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que la situation d'aujourd'hui ne vient pas à nouveau écorner l'image de l'assureur, de l'assurance de ce secteur-là auprès des usagers? Pourquoi? Parce que si on est déjà sur la base d'une sous-tarification, naturellement, au moment du sinistre, la sous-tarification de départ aura un effet naturel sur la prise en charge, sur la comparaison. Et au-delà des relations entre automobilistes et assurance et peut-être usagers, je tiens à rappeler que jusqu'à ce que ce dossier n'émerge, nous savons que la relation entre les assurances et le ministère des Finances, ce sont des bonnes relations. Parce que les assurances se sont même retrouvées à faire de la sous-traitance de certaines activités régaliennes avant de les reverser au ministère des Finances. Oui. Ce que je crains, c'est que dans ce contexte, est-ce que le ministère des Finances, avec ses réformes internes, ne sent pas que le moment est venu de vous mettre une pression et naturellement, à la fin, vous retirez une certaine partie de l'activité que vous étiez en train de mener aisément en sa faveur pour des deals. Je ne viens pas ici à la CRTV, les deals publics entre les assurances et l'État du Cameroun. On sait que le secteur des assurances, c'est une grosse part de dépenses, souvent qui peut servir à l'État dans ses arrangements entre partenaires, que ce soit nationaux ou internationaux. On vous laisse ça, c'est votre cercle fermé. Mais ce que nous craignons, c'est qu'à un moment donné, l'image de l'assurance soit écornée et que finalement, on se retrouve dans un no man's land où on ne sait plus qui fait quoi. Il n'y a pas péril en la demeure. Le ministre attire l'attention. Il a dit certaines compagnies, n'a pas dit toutes les compagnies. Absolument. Donc, on ne dira jamais tout. Oui, mais écoutez, ces petites dérives ne sont pas propres à l'assurance. La plupart des domaines d'activité... C'est facile ce que vous dites. Non, en fait, je ne justifie pas la sous-tarification. Oui. Non, c'était pour vous dire... Moi, ça m'étonne un peu. Non, le ministre... C'est-à-dire, en matière d'offres et demandes, on vous donne un prix pratiqué. C'est comme si aujourd'hui, on se retrouve dans certaines zones où on vend la bière au prix non homologué, c'est-à-dire en dessous du prix conseillé au niveau du consommateur. Ça pose un problème. Soit ce produit-là est frélaté, soit. Tout à fait. En réalité, le ministre des Finances attire l'attention parce que ça a des conséquences, et il l'a dit. Ça a des conséquences sur le paiement des sinistres, ça a des conséquences sur les recettes fiscales. Voilà. Ça, je craignais que... Non, en réalité, je ne suis pas là pour dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Les recettes fiscales, c'est le tempo concerné là. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça a des répercussions sur les recettes fiscales. Bon, ça a d'abord des répercussions sur les sinistres. Pourquoi?
Parce que, en fait, les assureurs prennent des engagements vis-à-vis des assurés. Oui. Au moment où ils souscrivent des contrats. Ces engagements, c'est quoi? C'est-à-dire que les assureurs vont réparer les accidents s'ils surviennent. Et en contrepartie, les assurés payent des primes. Si maintenant le montant perçu est inférieur au montant qui aurait dû être perçu, les assureurs peuvent se retrouver à un moment donné à une masse de sinistres dont les primes qu'ils ont perçues ne permettent pas de payer. Normalement, à une incapacité financière. Et c'est pour cette raison. Au-delà de l'incapacité financière, avec les bons avocats, il n'y a même rien à payer puisqu'on ne respecte pas la réglementation. Et c'est pour cette raison que le ministre attire l'attention. Si vous avez encaissé une prime minorée, naturellement, la TVA aussi sera minorée. Il peut avoir un retard de paiement de ces sinistres tout simplement parce que s'il a un sinistre là où il y a des tensions de trésorerie pour les raisons que je viens d'évoquer, voilà un peu des répercussions. Mais je voudrais vous dire, et vous rassurer qu'aujourd'hui, aucune compagnie d'assurance ne peut exister sur le marché si certains ratios ne sont pas ouverts. Je vous ai parlé du régulateur. Le régulateur en fait un point d'honneur. Et la cadence de règlement des sinistres est prise en compte dans, n'est-ce pas, l'appréciation de la solvabilité de la compagnie. Les sinistres véhicules en plus des contrôles que fait le ministre des Finances, les commissaires contrôleurs de la CIMA veillent quotidiennement. D'expérience, les sinistres dus aux véhicules, là, pour les assurances que nous payons pour les véhicules, est-ce que M. Fautabon, en nous regardant en face, peut nous dire qu'effectivement les sinistres là sont accompagnés? Monsieur Fautabon, il n'est pas en procès ici. Il n'est pas en procès. Écoutez, je vais répondre exactement sur la. Non, je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Donc moi, je dis oui. Vous pouvez aller à la direction des assurances au ministère et voir les statistiques de règlement, de paiement des sinistres. Parce qu'en réalité, en réalité, les 90 ou bien 95% des gens qui sortent avec leur chèque ne font aucun bruit. Ils ne partent pas dire que les sinistres ne sont pas payés. Mais les 5% dont certains dossiers ont des problèmes, c'est justement de qui il s'agit. Aujourd'hui, qui sont tout le Cameroun. Non, pas du tout. Les 5% représentent tout le Cameroun en fait. Je voulais vous expliquer. Monsieur Fautabon, je voulais vous expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne marche pas bien, on verse tout dans les réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce dossier des assurances dont j'estime que ça marche bien. On va avancer, M. Fautabon. On va prendre une actualité qui a peut-être aux assurances aussi. Le Cameroun soigne son attractivité dans le domaine de l'aviation civile. En plus des offres de formation dans le centre d'apprentissage de l'autorité aéronautique du Cameroun, les efforts du gouvernement pour combler le déficit infrastructurel de transport, les contacts sont désormais établis entre les investisseurs luxembourgeois et les autorités du Cameroun. La preuve, sous l'impulsion de l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas et auprès du Grand-Duché de Luxembourg, le président directeur général de Valère Group a échangé cette semaine avec le ministre des Transports à l'effet d'étudier les possibilités d'un partenariat gagnant-gagnant. Écoutons le PDG de Valère Group et le directeur général de la CCAA. Je suis vraiment heureuse que la vision de professionnels de l'aviation se rencontre. C'est les mêmes besoins. Et il est venu, il a vu qu'ici au Cameroun, on peut faire quelque chose. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas, nous a mis en contact et nous ne nous connaissions pas. Maintenant, nous voyons que nous pouvons effectivement travailler ensemble parce que nous comprenons absolument. C'est les mêmes problématiques que nous cherchons à adresser. Nous avions besoin d'un partenaires de renom de ce niveau. En aviation, nous n'avons pas honte de chercher les partenaires. Il faut des partenaires. Le gouvernement a déjà beaucoup investi et nous avons besoin de cet appui technique supplémentaire. Nous parlons d'aviation sûre, mais aussi durable. Pas seulement l'aviation, notre monde, nous pensons nos activités en termes de durabilité. Et avant, on ne s'occupait pas tellement de la fin de vie des aéronefs. Les aéronefs, c'est beaucoup de matériaux. Quand ils arrivent, ils ne sont plus utilisés. Où ça va? Est-ce que ça pourrit sur les aéroports? Est-ce que ça pollue? Donc ces questions aussi, nous nous les sommes posées très tôt et nous nous sommes dit le Cameroun peut devenir
aussi un hub pour démanteler ces aéronefs parce que nous pouvons mobiliser des savoir-faire, nous pouvons former, mobiliser. Nous avons plusieurs aéroports, le Cameroun a investi, donc nous pouvons accueillir tout type d'aéronefs. La formation, le démantèlement, il y a des besoins nécessaires qui sont déjà identifiés avec des prises d'attache rapides et je serai de retour très vite dans ce secteur-là. Après, il y a d'autres possibilités de collaboration plus larges au niveau de la compagnie aérienne notamment, mais également, on a évoqué ici avec Monsieur le ministre les bateaux à hydrogène et la décarbonation du transport et de la mobilité en général. Et on est bien sûr sur des temps plus longs, mais qui sont, je pense, intéressants pour mon groupe et également pour le Cameroun, je pense. Le contribuable camerounais a l'impression, il a le sentiment, peut-être que c'est une attitude personnelle, il a le sentiment que l'assurance est un produit de luxe. Et comme disait tout à l'heure Cyril, en cas de sinistre, on n'a pas toujours l'assureur à côté de soi. C'est peut-être ce qui justifie ces pratiques malveillantes, payer les polices d'assurance moins que ce qui est prévu par la loi. L'assurance est un produit comme un autre qui répond à un besoin. Comme vous avez besoin de manger, comme vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin de vous vêtir, mais vous avez besoin d'être en sécurité. Nous sommes exposés tous les jours aux risques de toute nature. Risque que votre habitation soit incendiée, risque que vous soyez victime d'un accident. Et même la vie, c'est un risque. C'est-à-dire, si vous décédez très jeune, ça pose un problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont souffrir des conséquences pécuniaires de votre disparition. Si vous vivez aussi jusqu'à une certaine période, vous-même, vous avez certains besoins qu'il faut satisfaire. Notamment, vous avez besoin que l'assureur vous paye certaines mensualités pour que vous puissiez vivre. L'investisseur ne peut pas risquer ses capitaux s'il n'y a pas une couverture d'assurance. Donc, vu de cette manière, l'assurance devait être un produit de consommation courante. Monsieur Kingé, pris individuellement. Monsieur Alega, pris individuellement. Avec un assureur, il doit avoir témérité, il doit avoir patience pour trop longtemps. Tout cela, quand vous êtes payé par l'assurance, ça vous surprend. Vous-même, en tant que Camerounais, en tant que citoyen. L'assurance, c'est pour ces messieurs qui peuvent vous parler de produits de luxe. Mais oui, quand je suis une grosse structure, l'assurance a intérêt, dès que je suis sinistré, de m'accompagner. C'est vrai, on dit que vous venez à l'assurance, on vous dit que le délai de déclaration de votre sinistre est dépassé. Et l'argent que vous avez versé est oublié. Ne nous écartons pas de la ligne. Nous parlons du paiement qui n'est pas fait dans les normes. Tout dans les normes. C'est comme le pain qui n'est pas dans la norme ou bien c'est comme effectivement, on a écarté la norme. C'est les sinistres automobiles qui font le plus de bruit. Okay. Pour la simple raison que quand il y a un accident, il y a plusieurs intervenants. Il y a la police ou la gendarmerie qui doit faire le constat. Ça prend un certain temps. Ou alors, les protagonistes doivent eux-mêmes faire un constat amiable. Ensuite, ils doivent déclarer leur sinistre. Comme il a parlé des délais, ils doivent déclarer leur sinistre. Dans un délai de... Et ils déclarent leur sinistre, ils doivent constituer un dossier. Dans un délai de combien de jours la déclaration? Écoutez, le délai de déclaration est de 5 jours en ce qui concerne... Voilà. Il est réduit à 48 en ce qui concerne le vol et la mortalité du bétail. Mais écoutez, ce n'est pas ces délais qui font problème. Ce n'est pas ces délais qui font problème. Les assurés déclarent toujours. Ce n'est pas ces délais qui font problème. Donc, il y a une chaîne. Une fois qu'il a déclaré son sinistre, il doit apporter, il doit joindre des pièces. Ça peut être sa réclamation, puisqu'en fait, il a reçu des dommages. Ça coûte combien? Donc, il doit compléter son dossier par, n'est-ce pas, sa réclamation. La justice doit intervenir si tout le monde n'est pas d'accord. Tous les dossiers ne passent pas en justice. Donc, il doit accompagner ça d'une réclamation. Ensuite, quand l'assureur a reçu le dossier, il doit requérir un expert pour pouvoir expertiser, pour pouvoir arrêter le montant des dommages. Ça peut prendre aussi un petit délai.
mais dans toutes les procédures, très souvent, ce que je dis, si quelqu'un a un dossier qui a... Le sinistré est déjà 9 mois d'attente. Attendez, vous ne pouvez pas généraliser parce que en fait, les dossiers qui mettent un peu plus long ont toujours un problème. Et on ne peut pas généraliser. Quand quelqu'un a un dossier qui pose problème, je lui dis de venir me donner le dossier, je vois. Et très souvent, c'est des malentendus. Quelqu'un qui a souscrit pour la responsabilité civile automobile. En quoi ça consiste? Ça ne couvre que les dommages que vous êtes amené à causer aux tiers et non ceux que vous subissez. Oui, c'est-à-dire que si vous avez pris seulement cette garantie, ça couvre les dommages que vous causez aux autres usagers. À l'époque, quand j'étais journaliste, il y a une assurance qui faisait un bon travail d'éducation là-dessus. Voilà. Mais de plus en plus, ça a disparu. Exactement, ce que vous dites. Comment sortir justement de cette pratique illégale consistant à souscrire des polices d'assurance automobile à des taux qui ne sont pas ceux fixés par la loi? Rapidement. La tutelle continue ses missions régaliennes de contrôle. Et je plaide pour que sa brigade de contrôle soit suffisamment étoffée en ressources humaines, en quantité et en qualité. Ensuite, le ministère des Finances, à travers la Direction nationale d'assurance et le marché, et l'association des sociétés d'assurance, sont sur un projet de plateforme de digitalisation, justement, où tout le monde sera arrimé. Elle sort de, vous ne pouvez pas fixer un montant inférieur à celui. Les sous-tarifications, ça ne sera plus que, n'est-ce pas, les sous-tarifications en automobile, ce sera que le passé. Donc vraiment, je vous rassure que c'est un problème qui sera bientôt résolu. Déjà, on prend l'exemple de la plateforme de pool TPV qui se fait déjà. Tout le monde souscrit sur une plateforme unique en ce qui concerne les transports publics de voyageurs. Et là, ça n'a plus de problème. On va migrer vers d'autres usages pour pouvoir souscrire sur une plateforme unique. Les entreprises d'assurance et les intermédiaires reconnaissent que la commercialisation de l'assurance automobile à des montants inférieurs à la réglementation plombe l'activité, met en danger la mobilisation des recettes fiscales attendues de ce secteur. En outre, cette pratique a des conséquences sur le règlement même des sinistres. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Je vais dire merci à nos invités, aux invités de la CRTV, Charles Ebouné, Dr Pierre Nka. Je dis merci à Cyril King Mbépé et merci à M. Thomas Fontabo qui a bien voulu nous accompagner en ces dimanches de Pâques. Ce n'est pas facile de vous éloigner de votre famille, mais vous avez accepté de faire ce travail citoyen. Merci beaucoup. Merci, je serai toujours à votre disposition en cas de besoin. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, rendez-vous avec Scène de Presse.